Salut à tous, c'est Bud. J'espère que tout le monde va bien en cette période de fermeture. Ça y est, on y est. La période la plus frustrante pour le pêcheur à cette époque-là de l'année. Je vous conseille pour vous occuper l'esprit de penser matériel, stratégie et préparer au mieux l'ouverture soit de la truite pour ceux qui auront la chance de commencer début mars, soit du carnation en mai pour ceux qui devront ronger leurs freins un peu plus longtemps. J'en profite aujourd'hui pour vous parler montage de shad et plus particulièrement montage pour le brochet. J'ai vu régulièrement des questions sur le choix de la tête plombée, le choix de la monture shallow, pour ceux qui fabriquent leur monture shallow, pour ceux qui les achètent, voilà, il y a différentes choses à savoir et je voulais vous faire part un peu de mon expérience à ce niveau. Donc on va parler d'abord des têtes plombées, ensuite des montages shallow, parce que c'est un débat un peu plus vaste. Donc pour ce qui est des têtes plombées, moi j'utilise les têtes plombées sur tout ce qui est shad jusque 18 cm. J'utilise très peu les montages shallow à un seul hameçon, je trouve pas ça optimal. Et je trouve que jusqu'à 18 cm, la tête plombée est encore une très bonne option d'armement. Donc voilà, par exemple un herring shad, ici monté avec une tête plombée. Typiquement, quand je choisis la taille de ma tête plombée, je fais toujours en sorte que l'hameçon ressorte sur le premier tiers du leurre. Pas plus loin, parce que ça va brider la nage du leurre. Et voilà, il a été dessiné pour avoir une certaine nage. Et c'est vrai que si on va plus loin, en fait, si par exemple on met une TP qui ressort ici, ça va immobiliser toute cette partie-là et il ne va plus y avoir que ça qui ondule. Et ça va fortement limiter la mobilité de la caudale. De la même manière, ça risque d'avoir une influence sur le rolling ou des choses comme ça. Donc je trouve que mettre la tête plombée au premier tiers, c'est de la manière la meilleure à mon sens, d'armer un shad. Plus court, on peut. Après, c'est toujours pareil. Plus vous allez mettre court et plus ça laissera de parties non piquantes pour le brochet. Alors, bien sûr, vous pouvez monter un triple voleur, mais voilà, moi, je n'aime pas trop monter un simple et un triple voleur parce que je trouve que pour le décrocher, souvent c'est la boucherie. Et c'est vrai que quand on peut limiter le nombre d'hameçons, c'est toujours mieux. Après, parfois, je m'aperçois à certaines périodes de l'année que les brochets vont être un peu moins en mode j'ai faim et un peu plus en mode attaque réflexe et vont attaquer beaucoup l'arrière du leurre. Dans ce cas-là, j'ai toujours quelques triples voleurs dans mes boîtes et je vais monter un triple exprès pour pallier au problème. Mais voilà, d'une manière générale, premier tiers, vous savez que là, vous avez posé votre tête plombée de manière optimale pour piquer un poisson. Maintenant, on passe aux montures shallow. Donc c'est vrai que c'est des montures qui sont de plus en plus à la mode. Les Suédois ont beaucoup démocratisé ces montages-là et de plus en plus, l'utilisation des big bait fait que les pêcheurs se dirigent vers ces montures. Moi personnellement, je les fabrique, j'en ai jamais acheté de toutes faites parce que je trouve que c'est vendu très cher pour ce que c'est et que d'une manière générale, on n'est pas trop sûr de la qualité des composants. Et moi, je trouve ça très important de pouvoir être sûr d'avoir des bons anneaux brisés, des bons émerillons, des hameçons de qualité. Enfin bref, je veux maîtriser tout parce que le jour où vous avez le poisson de votre vie au bout de la ligne, vous n'avez pas envie qu'un anneau brisé s'ouvre, qu'un hameçon s'ouvre ou autre. Donc voilà, moi je sélectionne les composants moi-même et je fais mes montures, ce qui me garantit que j'aurai jamais de problème, quel que soit le poisson rencontré. Bon, au-delà de ça, comment est-ce que je positionne mes hameçons sur un shad avec une monture shallow? L'hameçon de devant, je vais toujours le placer le plus près possible de la tête. Alors là, on est sur un exemple un peu particulier qui est le pic shad, dans le sens où avec sa bouche et son nez fin, on ne peut pas vraiment piquer sur cette partie-là. Donc je vais piquer juste derrière l'œil. En général, j'essaye de piquer vers l'œil parce que c'est un bon signal quand le brochet attaque la tête. Donc de piquer vers l'œil, ça permet de ne pas trop louper de poisson. Là, c'est un tout petit peu en retrait, mais c'est quand même bien sur l'avant du poisson. Là, on est clairement sur le premier quart. Et voilà, ça permet de piquer tous les poissons qui vont s'attaquer à l'avant, qui vont faire une prise de côté ou une prise de dessous, mais qui vont vraiment chercher l'avant du poisson. De la même manière, le deuxième triple, je vais le piquer plus en arrière, pas trop loin pour éviter tout ce qui est accrochage de la caudale, même si c'est inévitable, il y en aura dans les lancers. Mais voilà, si vous n'êtes pas trop loin, ça limite quand même relativement ce phénomène et ça évite d'avoir une patate qu'on ramène et qui n'est pas pêchante.
De la même manière, pas trop près non plus pour éviter que les hameçons viennent à se croiser et s'accrochent entre eux, parce que là, de la même manière, vous ramenez une patate et de toute manière, c'est pas prenant. Donc il faut faire en sorte que les hameçons ne puissent pas se rencontrer en action de pêche, ou en tout cas pendant le lancer. Pour ce qui est du choix de la taille des hameçons sur les montures shallow, j'essaye toujours de faire en sorte que mes trips soient plus larges que le leurre que j'utilise. Bon là, on est sur une exception qui confirme la règle. Le Peak Shad en taille 26 cm, là c'est le Giant Peak Shad, a un profil qui est vraiment très très large. Bon, il n'y a pas d'hameçon eau douce qui permettent d'avoir une largeur supérieure au Peak Shad. Les hameçons eau douce c'est 3,0 maximum. Donc j'ai pas le choix, je mets un 3,0, je peux pas mettre plus gros. Mais bon, ça fait le boulot. Le Peak Shad a une matière qui passe pas trop mal. De la même manière, à l'arrière, vu que le profil rétrécit, je vais mettre un hameçon de plus petite taille. En général, à l'arrière, je mets un 1,0. Donc souvent, ça va être 2 ou 3 zéros devant, 1 zéro derrière. Après, il y a des shads beaucoup plus fins comme les Shad Tees ou les Pro Shad de chez Fox. Là, vous pouvez mettre des hameçons beaucoup plus petits parce que justement, le leurre a un profil vraiment très très plat. Donc voilà, sous la tête, un peu plus loin en faisant attention que ça ne se croise pas, et des hameçons suffisamment gros pour que le brochet se pique en prenant le leurre. Après, pour ce qui est des montages shallow, je voulais revenir sur la question de l'équilibrage, parce que beaucoup vont utiliser des vis shallow, c'est-à-dire sans la plomber. Là, j'ai présenté un montage avec une vis plombée, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup en montage weightless, c'est-à-dire sans plomber. Et d'ailleurs, je vais de plus en plus me débarrasser de ces vis plombées pour avoir seulement les vis non plombées. Pourquoi? Pour mettre une vis par leurre de manière définitive, pour éviter de démonter et remonter. À ce moment-là, j'aurai juste un anneau brisé à monter ou à remonter et mettre ma monture. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de leurres qui ne fonctionnent pas super bien en weightless. Dans ce cas-là, j'utilise les plombs de chez Schwarzonker, les plombs à visser, les screw in dots, qui permettent justement d'équilibrer la nage du leurre, ce qui veut dire que parfois vous allez mettre votre montage et puis le leurre va nager comme ça, quoi. Vous allez le voir revenir en ondulant, mais vraiment déséquilibré, montrer qu'un seul flanc. Donc vous mettez un plomb comme ça en dessous, ça va venir l'équilibrer. Alors vous n'êtes pas obligé de plomber lourd, hein. Moi j'ai des plombs à partir de 2 grammes, parfois 2 grammes ça suffit, il faut juste ça pour que ce soit bien équilibré. À côté de ça, j'ai des plombs qui vont jusqu'à 16 grammes. Là, c'est plus des plombs d'équilibrage, c'est simplement que je vais avoir envie que le leurre pêche plus profond, mais que lors des pauses, il ait une descente horizontale. Donc dans ce cas-là, je vais plomber avec ça plutôt qu'avec des plombées en tête, simplement pour que au lieu que la descente se fasse comme ça, que la descente se fasse bien comme ça. Auquel cas, je vais mettre ces plombs juste derrière les triples, de manière à avoir une descente vraiment la plus horizontale possible. Généralement, je vais le mettre ici sur le premier tiers, et c'est vrai que ça va faire une belle descente comme ça. Le leurre va descendre tout doucement avec une caudale qu'on ondule légèrement. C'est plutôt prenant à la pause d'utiliser donc ces plombs à visser. Alors comme je vous disais, je vais maintenant utiliser que des shallow screws non plombés. Je vais donc utiliser des plombs clipsables comme cela. Ce sont des BFT en tungstène. Alors sur l'anneau brisé, si vous le clipsez là, vous allez avoir justement cette descente un peu plus horizontale. Si vous le clipsez sur l'avant, vous aurez une descente plus petite tête plombée normale. Je vais avoir ces plombs d'un grammage de 3,5 grammes jusqu'à 14 grammes. Donc voilà, ça me permet, en mettant 2 plombs, voire 3 plombs, d'avoir des plombées quand même assez importantes et relativement compactes grâce au tungstène. Et ce qui va permettre de pêcher très creux et puis d'adapter facilement sa plombée en fonction de l'évolution des spots qu'on rencontre. Voilà, je vous ai tout dit, que ce soit tête plombée ou montage shallow. Et voilà comment je les utilise. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment je fais mes montages shallow. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai que quand on n'en a jamais fait, c'est pas toujours simple de se lancer. Je pourrais vous faire une liste du matériel et vous montrer un peu comment ça se passe. C'est vraiment des montages qui sont hyper costauds, hein. Ça nous est arrivé avec Sylvain de nous tanker vraiment très très fort avec ces montages-là. Et le montage ne bouge pas, hein. Une fois que c'est bien fait, c'est des résistances très importantes. Et c'est parfois problématique même de réussir à casser et laisser le leurre au fond de l'eau parce qu'on est super bien accroché à un bout de bois, qu'on a des tresses puissantes et que finalement on est obligé de couper la tresse pour ne pas endommager le matériel. J'espère vous avoir apporté un peu d'infos utiles parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire son choix.
Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Portez-vous bien. Ciao, ciao.